Bienvenue dans Prêt, Partez, Choix, le podcast qui vous plonge au cœur de la préparation mentale avec Mathéo et Sacha. Gestion des émotions, confiance en soi, gestion du stress, motivation, mise en place d'objectifs. Autant de thématiques non exhaustives qui nous concernent toutes et tous au quotidien et que nous allons aborder à travers ce podcast. Bonjour, bienvenue Roberta. On est aujourd'hui du coup avec Dr Roberta Antonini et on va discuter de la psychologie du sport, la préparation mentale, voir comment ça s'articule dans une préparation, la mise en place de la science derrière la psychologie du sport et un peu également on va commencer aussi par le parcours de Roberta. Très bien, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir verbaliser sur ce beau monde de la préparation mentale et de la psychologie. Ça fait surtout plaisir quand c'est deux ex-étudiants en même temps, donc formés, on en parlera tout à l'heure. Donc déjà bravo pour votre parcours. Je voulais déjà vous souhaiter, le souligner parce que c'est jamais évident d'avancer dans ce monde-là qui est assez complexe. Donc toi, Roberta, tu es psychologue du sport et préparatrice mentale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et puis aussi les formations universitaires que tu as pu faire pour en arriver là? Oui. Ouais, exactement. Alors moi, j'ai un double parcours. En fait, j'ai commencé avec les sciences du sport jusqu'en doctorat en psychologie du sport. Et ensuite, j'ai repris des études de psychologie pour mieux comprendre un petit peu la psyché et pouvoir aussi pratiquer en tant que psychologue. Et ensuite, je me suis aussi intéressée à d'autres types de techniques, donc tout ce qui est mindfulness. Donc il y a des CAS. Le CAS, c'est un Certificate of Advanced Study. On va en parler tout à l'heure. Donc en mindfulness et en hypnose, qui m'a permis aussi de grandir, de proposer d'autres types d'accompagnement, puisque j'accompagne également des artistes. Ils ont peut-être aussi d'autres besoins. Je me suis plus retrouvée dans ces techniques-là. Bien sûr, avec le CAS en psychologie du sport, qui était le premier, qui maintenant s'appelle le DAS, qui forme les psychologues du sport. Donc voilà, différentes formations un petit peu à mon actif, parce que je pense que la formation, déjà, elle est à tout âge, et surtout, c'est intéressant de connaître différentes choses. Alors, le petit détail, j'ai commencé, je l'oublie souvent, mais en fait, j'ai commencé par la philosophie, à vrai dire, ouais. Une fois que j'ai eu ma maturité au Tessin, je suis partie à Milan faire une demi-licence, c'est ce qui existait à l'époque, donc c'était 2 ans. Et je me suis rendu compte que c'était plus les sciences du sport qui m'intéressaient. Mais maintenant, avec du recul, je me dis que c'était vraiment intéressant. Et souvent, je vais revoir certains écrits de philosophes. Et en fait, la psychologie, elle n'est pas quand même si loin de cette matière, quoi. Je te rejoins clairement là-dedans parce que du coup, j'ai aussi fait ma mineure en philosophie. Et c'est vrai que... ouais, mais ça m'a poussé aussi vers la psychologie, dans le sens où il y a beaucoup ce questionnement corps-esprit. Du coup, pour revenir un peu sur la mindfulness, la pleine conscience ou d'autres stratégies, il y en a énormément en préparation mentale et en psychologie. Et au final, est-ce que autant psychologues et préparateurs mentaux sont habilités à utiliser ces stratégies ? Alors oui, effectivement, tout ce qui est mindfulness, mais même l'hypnose, on n'a pas l'accès finalement. En fait, il y a 2 types de formations. En tout cas, moi, je parle de celle que je connais. C'est celle que j'ai fait en Suisse. Donc, il y a vraiment les 2 niveaux. Il y a le CAS en mindfulness, il y a le CAS en hypnose, et après, il y a le DAS. Et le DAS est réservé aux médecins, par exemple. Et le CAS était réservé à des infirmiers, infirmières, des psychologues, donc aussi un autre type de public, des enseignants aussi il y avait. Il y avait, je crois, des diététiciennes. Donc, c'est vraiment beaucoup plus large. Ça veut dire que ces techniques-là sont aussi accessibles et les préparatrices mentales peuvent tout à fait les utiliser. Moi, ça me semble tout à fait pertinent, oui. Je pense que ça dépend un petit peu du contexte. Est-ce qu'on va utiliser de la pleine conscience pour ancrer le moment auprès d'un athlète, lorsqu'il prépare ses compétitions, sa performance, sa focalisation de l'attention, ou est-ce qu'on utilise la pleine conscience pour travailler plutôt la gestion de l'anxiété? C'est plutôt là, on est plutôt dans quelque chose réservé aux psychologues, par exemple. Ça dépend un peu pour quelle thématique, je dirais. Ouais. Alors du coup, un peu selon la thématique, je sais pas, est-ce qu'on peut dire qu'au final, ça dépend de la demande ? Ça dépend de la demande, effectivement. Alors, par exemple, la pleine conscience est utilisée beaucoup aussi dans le contexte des troubles du comportement alimentaire. Ouais. C'est clairement une thématique réservée aux psychologues. Ouais.
alors qu'on pourrait aussi l'utiliser à d'autres fins, plutôt de performance. Oui, oui, tout à fait. Moi, je vous encourage à aller voir ces formations parce qu'elles sont vraiment intéressantes et passionnantes. Ok. Et du coup, si on généralise un peu, dans les grandes lignes, c'est quoi une différence pour toi entre un psychologue du sport et un préparateur mental, ou les similitudes qu'il peut y avoir entre les deux types de suivi, les deux professions finalement, parce que c'est deux métiers différents? Alors, dans nos enseignements, et puisque vous les avez aussi suivis, hein, vous devez sûrement connaître, on met beaucoup l'accent sur l'importance du bien-être et de la performance, donc de cet équilibre entre ces deux volets finalement, de trouver ce bon équilibre entre je performe, et je recherche cette quête au succès, mais aussi je suis bien dans ma tête et dans mon corps. On essaie de plutôt mettre en avant que tout ce qui est soin, répondre à des difficultés psychologiques, tout ce qui est prévention aussi à travers l'entraîneur, les parents, sur par exemple des troubles, tout ce qui est en lien avec la santé mentale et les suivis psychologiques sont du ressort de la psychologie du sport et du psychologue. Donc là, vous voyez, on est quand même dans un domaine qui est bien délimité, moi je trouve. La préparation mentale, là, on est plutôt dans l'accompagnement de la performance. Comment mieux performer, comment détecter et s'intéresser au dysfonctionnement quand ça va moins bien aussi. Comment proposer une préparation mentale appliquée, donc l'importance aussi de connaître la culture du sport, d'être aussi dans les équipes, au sein des staffs, sur le terrain aussi. Là, pour moi, c'est plus le ressort du préparateur, préparatrice mentale. Et on est plus dans le domaine du développer des habiletés mentales, des techniques mentales pour mieux performer. Certes, j'imagine, vous êtes deux préparateurs mentaux, vous vous intéressez aussi qu'à l'athlète aille bien, j'imagine, parce que c'est quand même une approche qui est plutôt holistique. Mais malgré tout, ce bien-être est davantage réservé aux psychologues. Donc moi, je pense qu'on est complémentaires. Et parfois, on fait un peu aussi le même job, je dirais. Et parfois, on fait un travail qui est un peu différent. Les thématiques d'estime de soi sont réservées aux psychologues. Mais finalement, au fond, même l'entraîneur, il travaille sur l'estime de soi, de son athlète, de son joueur, de sa joueuse. Même le préparateur mental, mais jusqu'à quel moment ? Donc, essayer de bien faire cette différence, je pense que c'est important parce qu'on peut travailler ensemble. Et je pense que c'est très important lorsqu'on voit dans les fédérations, dans des clubs, ce travail qui est fait du psychologue, de la psychologue avec le préparateur, préparatrice mentale. On est vraiment complémentaires, je reste convaincue. Parce que justement, là, tu mentionnais l'estime de soi. Et petite précision, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est finalement beaucoup plus à la base de la personne que la confiance en soi. Et des fois, c'est des choses qui sont peut-être pas mentionnées ou qui peuvent être... Des fois, on confond peut-être estime de soi et confiance, alors que c'est deux thématiques qui sont quand même assez opposées. Une qui est beaucoup plus profonde, l'estime de soi. La confiance, c'est plus dépendant d'un contexte. C'est ça, la confiance est bien dépendante aussi de l'action, hein. On est confiant lorsqu'on a des expériences qui sont positives. Donc c'est vraiment un travail, moi je trouve, d'accompagnement mental en quelque sorte. Revenir sur les expériences qui se sont bien passées, travailler sur les attributions causales, ce sont des choses que vous connaissez. L'estime est quand même l'amour propre, l'amour qu'on a de soi-même. Ça touche quand même des fondements qui sont beaucoup plus profonds et qui peuvent avoir été fragilisés, peut-être par des expériences traumatiques. C'est pour ça que l'accompagnement psychologique est davantage conseillé sur ces thématiques-là qui sont quand même assez délicates en quelque sorte. Ouais. Et autre chose par rapport à ce que tu disais avant, on parlait beaucoup de performance dans la préparation mentale, mais est-ce qu'au final, parce que la préparation mentale, il y a aussi ce truc où ça pourrait s'appliquer à une mère au foyer qui a du stress à gérer avec ses enfants. Est-ce qu'on là aussi on parle de performance ou c'est une autre approche, Ouais, je dirais c'est peut-être une autre approche, mais c'est vrai qu'ouvrir sur d'autres types de mondes, ça je pense que c'est intéressant. Ouais. Tout à l'heure tu évoquais les nouveaux ouvertures sur des étudiants qui préparent des examens. Là aussi, oui, c'est une performance, on est d'accord, hein, mais c'est un accompagnement mental. Il y a maintenant des préparateurs mentaux qui travaillent à l'école hôtelière pour préparer justement les examens pour la gestion du stress. Okay. Ouais, c'est intéressant. C'est à nous aussi d'ouvrir différents domaines. Moi, je travaille pas mal avec les artistes. On parle aussi de quête à la performance. La mère au foyer qui doit faire face à différentes tâches et qui est quand même dans une situation stressante. Alors, c'est peut-être pas de la performance telle qu'elle, mais en tout cas, je reste convaincue que des techniques qu'on pourrait lui proposer peuvent être intéressantes. Ouais. Okay.
Donc en gros, avec la préparation mentale qui est un sujet qui se met gentiment en place et qui commence à attirer de plus en plus le regard des gens, on peut imaginer qu'il y a différents angles d'approche pour la préparation mentale et qu'elle n'est pas uniquement reliée au sport, Non, à la ouais. musique, à Ouais, ouais. l'entrepreneuriat et... Ah oui, mais tout à fait. Moi, je pense que c'est à nous aussi d'ouvrir sur des contextes qui sont un peu moins connus, mais finalement être capable de faire face aux situations stressantes, être capable voilà, de mettre en place des techniques lorsqu'on est un peu dans la difficulté, c'est important pour tout le monde. On embauche, j'imagine, un premier entretien d'embauche, je suis capable peut-être de gérer ma respiration pour me calmer, ou des techniques qui sont assez basiques pour nous, hein, puisqu'on les connaît. Moi, je trouve que c'est intéressant d'aller ouvrir sur d'autres domaines. Dans l'entreprise, ça se fait aussi pas mal. On va plutôt parler de coaching, qui est aussi une autre approche que je connais un peu moins. Mais nous, en tant que préparateur et préparatrice mentale, on peut aller investiguer plein de domaines finalement, très variés. Et du coup, peut-être pour enchaîner avec l'expérience que tu as eue, est-ce que toi, tu as une manière typique de travailler pour les gens qui connaissent moins la préparation mentale, la psychologie du sport? Est-ce qu'il y a, même si on en parlait avant, il n'y a pas de suivi typique, est-ce qu'il y a des grandes étapes, des choses voilà, qui sont, on va dire, traditionnelles dans ta manière de suivre quelqu'un, de suivre un athlète ou un artiste, comme tu disais avant? Alors oui, ce que tu évoques, c'est intéressant. C'est vrai que lorsqu'on est depuis plusieurs années sur le terrain, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées sur le moment, hein, sur les demandes de l'entraîneur, des athlètes qui évoluent, sur le contexte, l'environnement aussi. Ah, donc ça veut dire qu'on doit être capable de s'adapter à la demande et même voilà, ce qu'on avait prévu. On arrive peut-être en suivi, on doit faire tout autre chose. Ça, vous l'aurez sûrement aussi vous remarqué dans vos stages, dans votre pratique actuelle. Par contre, oui, il y a une façon de... En tout cas, moi, j'ai ma façon de faire où premier entretien, c'est clairement une prise, d'abord cette prise de connaissance de l'autre. Donc, avoir le maximum d'informations, on les a vues aussi en cours, hein, cette façon de prendre les informations, s'imprégner de la culture du sport, finalement comprendre la demande, en sachant qu'il y a d'abord une demande qui est explicite, mais que l'art, moi je trouve, en tout cas du bon psychologue au préparateur, préparatrice mentale, c'est d'aller comprendre quand même cette demande qui est plutôt implicite, qui est peut-être encore cachée au début et qu'il va venir à petit, pas tout de suite on va tout vous délivrer, c'est normal. Donc ce premier entretien quand même de prise de connaissance, mais aussi l'importance de créer cette confiance en posant en cadre, le cadre éthique aussi, la façon dont je fonctionne, qui je suis bien sûr, mais aussi la façon dont je fonctionne. Et ensuite, pour construire à partir de là, ça peut être une deuxième séance où je fais un bilan des besoins. Alors peut-être en utilisant des questionnaires et peut-être pas du tout, effectivement, hein. Ça dépend un petit peu du contexte. Et ensuite, je bâtis sur, voilà, quelle est la demande, quels sont les axes de travail, est-ce que c'est plutôt une composante, est-ce que c'est plutôt une autre composante, et à petit, je bâtis sur l'évolution de l'accompagnement, soit à travers des outils, et là, j'aurais peut-être plus une casquette de préparatrice mentale, soit plutôt un travail plus de profondeur sur la recherche du sens, et là, ça serait plus ma casquette de psychologue. Et ensuite, ce qui est aussi important, c'est qu'on en a parlé également lors des enseignements, c'est qu'on a besoin de faire des bilans. On les oublie toujours, mais sinon on s'y perd hein, dans les accompagnements. Donc, faire des bilans pour voir, voilà, est-ce qu'on a déjà répondu un petit peu à la demande ou est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles on va devoir travailler pour peut-être ouvrir d'autres thématiques, d'autres axes de travail. Et à un certain moment, on clôture aussi ce suivi. C'est important, hein. Enfin, les athlètes, on va les garder le moins possible, je dirais. Ça veut dire les rendre autonomes davantage et ensuite accomplir quelque chose afin que les athlètes puissent ensuite voler de leurs propres ailes. Ils le font déjà, nous on est là juste pour peut-être les accompagner, soit dans des moments de difficulté, soit aussi quand ça va bien, pour leur donner des choses supplémentaires afin de mieux performer. Justement, tu parlais de demande et de clôture. Au final, la demande, c'est une des choses principales au début d'un suivi. Et après, cette demande, elle peut aussi évoluer. C'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. Et je ne sais pas, par rapport aux... C'est des questions qu'on a déjà pu avoir avec des athlètes et tout ça, c'est combien de temps ça dure. Et les gens ont cette envie de savoir 10, 20, 30 séances. Et je ne sais pas un peu quel est ton avis là-dessus. Alors moi je suis peut-être la mauvaise personne pour donner une réponse. C'est vrai que moi je ne suis pas capable de dire combien ça dure.
Et je vois aussi certains collègues, plutôt en préparation mentale, qui font des packages de 10 séances, 20 séances, 15 séances. Moi, je suis dans l'incapacité de faire cela. Et aussi, à vrai dire, moi, dans mon parcours, je crois que j'ai eu rarement des athlètes qui sont venus pour me dire je voudrais venir pour apprendre les techniques de préparation mentale. J'ai eu un athlète, d'ailleurs, un seul, que je vois encore maintenant de temps en temps, depuis très longtemps. Je me rappelle, il est venu avec son papa, il m'a demandé, moi je voudrais venir pour apprendre les techniques mentales. Donc respiration, visualisation, c'est la base un peu. Hein. Là, je suis capable plus ou moins de dire, ben voilà, je pense qu'en 10 séances, on va être capable de balayer le panel des outils qui existent. Mais forcément, cette première demande était là, mais derrière, il y avait quand même autre chose. Donc on a ensuite travaillé. Donc je ne suis pas capable de donner une réponse. Par contre, je reste aussi convaincue que l'athlète qui vient, qui me dit, qui souhaite venir 3 fois, je ne suis pas sûre que je prendrai ce mandat parce que je pense qu'il n'est pas utile. Pour l'athlète, ce n'est pas utile du tout. Donc tant qu'à faire, essayer de s'engager sur un moment qui est un peu plus long pour faire un travail qui peut être vraiment intéressant. Du coup, si on passe un peu à autre chose et qu'on vient sur le devoir du préparateur ou de la préparatrice mentale, qu'est-ce qui sont un peu les choses qui ressortent, enfin, qui sont importantes, le préparateur ou la préparatrice, comment on doit se positionner, quel est notre devoir? Alors, c'est une question importante que tu soulignes, et d'ailleurs, on les a vus beaucoup aussi. Je pense que vous étiez confrontés dans vos suivis, c'est la posture. Alors, les techniques, le contenu, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais une fois qu'on a notre plan d'intervention ou la façon dont on a envie d'interagir avec l'autre au niveau du contenu, mais finalement, moi, je me rends compte qu'être capable de garder une certaine posture, qui est celle du préparateur, préparatrice mentale, avec un certain code déontologique. Et là, on va pouvoir faire référence au même code, finalement, du psychologue du sport. Donc, la Société suisse de psychologie du sport a mis en place ce code déontologique. Le préparateur, préparatrice mentale va y faire référence, du coup. Et ça met quand même bien l'accent sur qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les informations qu'on va pouvoir divulguer ou pas, mais notamment sur notre posture à nous. Comment on se positionne au sein d'une équipe, la façon de rester malgré tout discret dans cette posture, quand même, ça me semble la base. On voit quand même pas mal de dérives encore là-dessus, hein. Ça, je trouve un peu dommage. Mais donc ça veut dire, on n'est pas indispensable, hein. On ne se rend jamais indispensable. Ça c'est quand même, je pense, le premier message. Et notamment, voilà quoi, l'alliance qu'on va tisser ou la confiance qu'on va avoir de l'athlète ou de l'entraîneur fait aussi qu'on va rester nous-mêmes avec des informations qui nous appartiennent, qu'on ne va pas pouvoir les partager parce que c'est des informations qui sont finalement confidentielles aussi. Ouais. Pour partir sur autre chose, Sacha et Roberta, vous mentionnez avant le CAS. C'est quoi un peu, de quelle idée c'est venu, comment ça s'est mis en place ce CAS pour la préparation mentale, et puis le DAS aussi en psychologie du sport? Oui, alors c'est une très belle avancée déjà en Romandie, hein. Donc c'est l'Université de Lausanne qui a développé ces 2 formations. Donc moi j'étais également, je suis à la tête. Alors moi, l'idée est venue parce que j'avais suivi le CAS en psychologie du sport, qui en fait était le DAS en 2006-2009, donc ça date beaucoup, à Macolin. Donc c'était l'Haute École fédérale de Macolin qui avait le lead. Et avec ce diplôme, les psychologues pouvaient obtenir le titre de psychologue du sport, FSP. Donc c'était vraiment une très grande avancée au niveau de la psychologie du sport, un titre protégé. Et c'était vraiment une belle... c'était vraiment une formation qui était extrêmement intéressante. Quand j'étais engagée à Lausanne, donc en 2012, forcément, hein, mon objectif premier était de proposer ça en Romandie, parce qu'il n'y avait pas cette formation. Donc, on a d'abord ouvert le DAS, donc, qui est la formation qui permet aux psychologues d'acquérir le titre de psychologie du sport, de psychologue du sport. Une formation qui dure 3 ans. Donc, c'est le Diploma of Advanced Study. Donc 35 ECTS, qui dure 3 ans, justement, qui est aussi ouvert tous les 3 ans. Donc on attaque la 3e volée. Et ensuite, quelques années plus tard, je me suis bien rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants en sciences du sport, avec des masters qui voulaient faire ce DAS, sauf que ces étudiantes ne pouvaient pas acquérir le titre de psychologue du sport. Donc l'idée était venue de proposer une formation aussi pour ces personnes,
afin qu'ils puissent ensuite obtenir le titre de préparateur, préparatrice mentale, qui est aussi décerné par la Société suisse de psychologues du sport. Donc 2 formations différentes et complémentaires en quelque sorte. Donc le DAS est vraiment pour les psychologues, le CAS est pour les étudiants avec un master en sciences du sport ou autres formations aussi. On a eu aussi la liberté de laisser ouvert par exemple à des entraîneurs avec des formations fédérales de Macolin, parce que je pense que c'est aussi des personnes avec un bagage très très intéressant qui permet ensuite de pouvoir avoir des vraies connaissances scientifiques déjà aussi, de tout ce qui est technique, accompagnement auprès des athlètes, et qui ensuite peuvent avoir aussi ce titre de préparateur, préparatrice mentale. Avant, tu parlais au tout début avec le DAS, une des missions c'était de protéger le titre de psychologue du sport. C'est un peu la même chose avec le CAS, avec les préparateurs mentaux. Et c'est exactement la même chose. Alors, encore plus, je dirais, il y a des dérives au niveau de la préparation mentale. Parce que finalement, en tant que psychologue, c'est difficile de se mettre la casquette du psychologue si on n'a pas un master en psychologie. En préparation mentale, il y a un peu monsieur, madame, tout le monde qui peut, d'ailleurs c'est ce qui se passe encore maintenant, malheureusement, qui peut ensuite s'inventer ce rôle. Maintenant, on sait, en tout cas en Suisse, mais dans les autres pays, il y a aussi beaucoup de formations qui sont maintenant réalisées. En Suisse, on sait que pour pouvoir se dire préparateur, préparatrice mentale, on doit passer par ce CAS, qui est desservi par l'Université de Lausanne et par l'Université de Zurich, en allemand, pour ceux et celles qui sont intéressés. Et ensuite avoir la reconnaissance de la Société suisse de psychologie du sport, qui produit quand même un travail qui est intéressant pour les psychologues du sport et les préparateurs, préparatrices mentales, et qui permet aussi une belle visibilité finalement. Donc il y a des formations, oui, ça existe en Suisse, des formations qui sont certifiantes et qui permettent vraiment de former les étudiants. Alors ici, j'ai la chance d'avoir 2 ex-étudiants qui ont évolué dans leur pratique, etc. Et ça, c'est important parce que ça a de la valeur. Alors, je sais qu'il y a encore pas mal de clubs, de fédérations qui ne sont pas trop au courant. Nous, on essaie toujours d'informer, mais c'est important d'informer parce que finalement, c'est un vrai métier, comme le métier d'entraîneur. Il y a des formations d'entraîneurs. Le métier de préparateur, préparatrice mentale est aussi un vrai métier avec des vraies compétences et c'est important de le mettre en avant. On peut enchaîner sur des projets qu'on a développés à l'Université de Lausanne avec une demande, par exemple, de Swiss Sailing qui a déplacé son centre de performance sur Lausanne en collaboration avec le centre Sport Santé, donc le CSS de l'Université de Lausanne, et nous a demandé d'accompagner les athlètes sur un projet scientifique et d'accompagnement psychologique. Alors, la première demande était d'accompagnement psychologique. En effet, donc, il y a une psychologue du sport qui a fait le DAS, qui est engagée, qui travaille maintenant avec Swiss Sailing dans l'accompagnement. Donc, moi, je supervise cela. Et ensuite, il y a également maintenant une préparatrice mentale qui est issue aussi du CAS de l'année passée, ou il y a 2 ans, maintenant j'ai un doute, où elle va accompagner aussi les athlètes, donc la psychologue du sport plutôt sur des thématiques d'accompagnement psychologique, mais aussi de préparation mentale auprès des plus expérimentés, ceux et celles qui préparent les Jeux Olympiques, et la préparatrice mentale plutôt auprès des jeunes. Maintenant, c'est un nouveau projet qui vient de commencer, toujours avec un accompagnement aussi scientifique derrière, que je gère, et en même temps, on avance avec une fédération quand même qui est importante. Donc ça, c'est un premier projet. Il y en aura d'autres, Il y en a d'autres qui vont aboutir. Et pour moi, le but, en tout cas, c'est toujours de proposer à des anciens étudiants et étudiantes de pouvoir s'engager dans ces projets avec leurs connaissances et leurs compétences. Mais c'est bien, c'est intéressant de voir qu'ils ont déplacé leur centre de performance, mais ils l'ont fait principalement pour ça, pour non, ils l'ont proche. fait, je pense, au niveau structure, on a quand même à Lausanne, Ouais. voilà, on est au bord du lac, on a des infrastructures qui sont extrêmement intéressantes. Et oui, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres fédérations qui vont aussi faire des choix de ce genre. Et après, il ne faut pas oublier, Lausanne est quand même la ville où on a le plus de fédérations internationales. Donc moi, je pense que le terrain fertile est présent. C'est à nous, à vous, de pouvoir aller chercher des mandats avec votre posture et votre diplôme et votre expérience aussi, afin de pouvoir justement trouver des mandats qui sont intéressants, qui vous plaisent et dont vous pouvez aussi vous épanouir. Du coup, si on se questionne un peu sur les enjeux de demain,
quels sont un peu les enjeux pour la suite de la préparation mentale, parce que là, on voit que ça se met en place. Des fédérations viennent à vous, enfin avec l'université. Alors, les enjeux de demain, moi je me dis, mais chaque année on forme malgré tout une vingtaine de préparateurs et préparatrices mentales, c'est pas mal hein, en Romandie. Ouais. Je compte pas la partie suisse alémanique, mais ils ont à peu près les mêmes chiffres. Ils sont beaucoup plus grands, hein, donc ils sont plus nombreux. Donc nous, on fait un bon travail. La formation, je reste convaincue qu'elle est de qualité. Après, c'est à vous. Il faudrait poser la question à vous. Hein. En quelque sorte, c'était vous, les étudiants. En tout cas, moi, dans mon rôle de directrice de la formation, je m'engage toujours à faire venir les personnes qui sont pour moi les compétentes, avec souvent un bagage, toujours un bagage scientifique, donc soit des assises universitaires, ou soit aussi des assises tout simplement pratiques. Ça veut dire des gens qui sont sur le terrain, mais en tout cas avec une certaine expérience. Donc ce mélange entre de la recherche ou des données qui viennent de la recherche, en même temps sachant quoi faire, on les appliquait. Donc la formation, elle est intéressante, je trouve. Ensuite, vous êtes capable de vous former sur le terrain. Donc, ça veut dire que maintenant, on a des personnes qui sont formées, qui sont bien formées. Et voilà, maintenant, il faut essayer à travers les stages que vous avez pu réaliser, ouvrir au maximum pour pouvoir être visible dans les différents clubs, dans les différentes fédérations, en montrant que la formation existe. À moi aussi de faire ce travail-là. Et après, moi, je vous encourage aussi de faire ce travail en tandem avec des psychologues du sport. Alors, pour moi, la coopération avec d'autres corps de métier est indispensable et complémentaire. Moi, mes plus belles expériences dans les fédérations, dans les clubs, c'était lorsque j'ai travaillé avec des préparateurs mentaux, enfin, quand on était complémentaires. Parfois aussi au niveau c'était un homme, une femme. Parfois c'était au niveau de la langue aussi, être capable de couvrir les différentes langues nationales. Parce qu'on a des cultures aussi différentes, notamment en Suisse. Donc oui, pour moi l'avenir est clair. Il y aura de plus en plus de demandes. Ce que je souhaite, c'est que ces demandes elles puissent être satisfaites par des personnes qui sont compétentes, formées, engagées. Alors, nous, on parle maintenant de notre Suisse à nous, hein, nos diplômes suisses. Il y en a d'autres qui existent, bien sûr. Il y a d'autres pays qui forment aussi. Et ensuite, quand d'autres pays forment, vont aussi passer, par exemple, à des équivalences de diplômes. dont nous, on s'occupe à la Société suisse de psychologie du sport. Moi, je suis également dans un comité où on s'occupe de ça, parce que finalement, c'est un pays qui est assez attrayant, le nôtre. Donc, il y a d'autres compétences qui arrivent. Et après, à nous de voir quelles sont les compétences que ces personnes ont déjà, qu'est-ce que peut-être elles doivent refaire, en sachant qu'elles viennent aussi avec des bagages intéressants pour nous. Mais en tout cas, on forme bien les personnes actuellement. Et ça, je pense qu'on peut être fier de ça. Toi, Roberta, si tu devais retenir une mission ou une compétition à laquelle tu as participé en tant que psychologue du sport qui t'a marqué ou voilà, qui était atypique, c'était quoi? Alors, toutes elles m'ont marqué, même les toutes petites, parce que finalement, elles sont toutes importantes. Mais c'est vrai qu'en début de ma carrière, j'ai eu la chance très rapidement d'aller aux Jeux Olympiques. Donc, c'était en 2012, c'était Londres. Mais forcément, je ne peux pas dire que ce n'est pas une expérience qui m'a marquée parce qu'elle m'a beaucoup appris. Et maintenant, en fait, avec du recul, je me dis, cette expérience-là, elle m'a quand même permis de garder toujours les liens avec Swiss Sailing. Voilà. Et ensuite, être crédible pour qu'ils me fassent confiance sur ce projet d'accompagnement et maintenant pouvoir proposer une collègue psychologue du sport, une collègue préparatrice mentale. Donc en fait, cette expérience, elle m'a quand même permis de garder le contact et de pouvoir maintenant ouvrir sur d'autres personnes dans la pratique. Donc moi, je le suis un peu moins avec Swiss Sailing au niveau du temps aussi parce que je me suis plus engagée sur le suivi scientifique. Mais finalement, ça a amené beaucoup de choses pour la relève. Et après, c'est vrai que c'était une expérience qui était incroyable, parce que forcément, c'est une grande compétition. Et vous découvrez que oui, il y a un travail avec l'athlète, mais finalement, c'est un travail avec tout membre de la délégation. Dès que vous êtes debout, dès que vous sortez de votre chambre, il y a une question, une demande jusqu'au soir. Donc c'est un travail qui est très prenant. Hein. C'est la même chose quand vous partez à des championnats d'Europe ou des championnats du monde. Mais en tout cas, c'est cette richesse-là que vous l'avez lorsque vous êtes vraiment partie intégrante de l'équipe. Et ça, c'est vrai qu'on peut en parler quand on l'a vécu.
Donc, c'est la chance de pouvoir l'avoir vécu pour pouvoir en parler ensuite. Mais surtout, pour moi, le plus beau cadeau, c'est pouvoir mettre ensuite de la relève, de proposer, d'encourager les jeunes à s'engager dans ce monde. Je fais toujours attention aussi aux personnes que je propose. Donc, vous voyez bien, pour moi, c'est toujours des personnes qui ont les compétences qu'il le faut. C'est pas toujours une question de diplôme, mais malgré tout, dans ce monde-là où c'est encore un petit peu ouvert à tout le monde, il faut qu'on y fasse aussi attention, qu'on soigne cela. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. C'est super intéressant. On a pu voir différentes choses, ton parcours, les différences entre la psychologie du sport et la préparation mentale, le devoir également de la préparation mentale et un peu tous les enjeux qui vont arriver dans le futur. Moi, je tenais vraiment à vous remercier. Je trouve que c'est vraiment une belle action, finalement. Donc, c'est les premiers qui proposent ce type de podcast. Je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Alors, moi, je vous remercie à vous. Et je vous l'ai dit au début, mais bravo pour le parcours. Parce que, voilà, quoi, vous avez fait un master en sciences du sport. Ensuite, vous êtes encore engagé dans le CAS. Maintenant, vous êtes dans la pratique. Et j'ai aussi cru comprendre que c'est pas tout facile. D'avoir des mandats dans les clubs, dans les fédérations. Je me fais aucun souci. Moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent maintenant, j'espère qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, des dirigeants, des clubs, des fédérations, c'est qu'il faut faire confiance finalement à ces jeunes diplômés. Parce que ce sont des jeunes diplômés qui ont beaucoup de compétences, qui ont suivi des formations qui sont quand même assez importantes, qui sont reconnues aussi au niveau universitaire, mais qui en même temps aussi une belle pratique, une belle expérience, qui a été supervisée, cette expérience, on ne l'a pas dit, mais vous avez aussi fait tout ce processus de supervision, donc c'est vraiment un énorme travail. Donc faites confiance à ces jeunes. Et bien sûr, quand ils viennent taper à votre porte au niveau des clubs, des fédérations, ben oui, vous êtes en droit de demander qu'est-ce que vous faites, expliquez-nous un petit peu. Ils sauront quoi vous dire. Mais aussi savoir que ça va être un service. Donc ça veut dire que quand je dis service, il va peut-être aussi essayer de construire cette préparation mentale dans vos lignes budgétaires en quelque sorte. Parce que on ne va pas parler financier, mais en même temps, c'est au même titre que la préparation physique et d'autres corps de métier. Donc ça vient au support finalement de la quête à la performance. Et moi, je vous encourage vraiment à faire confiance à ces jeunes diplômés qui vont venir auprès de vous un petit peu dans tous les cantons de Romandie. Les Suisses allemands sont un peu mieux lotis, je dois quand même dire. C'est un peu plus institutionnalisé. Et au Tessin aussi, moi je suis tessinoise, je sais que j'ai plusieurs collègues qui font très bien leur travail, ils ont été capables aussi de bien véhiculer. La Romandie, elle est en grand essor, je me dis, donc c'est que du positif. Bah, merci beaucoup pour tous ces mots, toutes ces paroles, tous ces encouragements, c'est très apprécié. Et merci également aux auditeurs et auditrices d'avoir suivi, j'espère que ça vous a tous et toutes plu. On se retrouvera pour le prochain podcast sur la gestion du stress. Merci.